Sécur, épisode technique. Je suis accompagné de Steve et Marc. Comment allez-vous? On va très bien. Très, très bien. Oui, et j'espère que vous allez bien parce qu'on va avoir un sujet très intéressant ce soir. On poursuit la série sur le OT. Là, on va un peu plus loin. Là, on va aborder le volet normatif et réglementaire, qui est quand même une pièce, en général, assez importante. Normatif, c'est un peu plus mou, mais réglementaire, qui est quand même beaucoup de mordant, donc qui vient comme conditionner beaucoup de choses dans ces environnements-là, qui, pour bien des gens, je pense qu'ils ne perçoivent pas tout ce que ça comporte. Puis en même temps, ben, pour les volets non réglementés, ben, existe des normes qui sont quand même intéressantes à mettre en œuvre, qui nous aident à faire cheminer cette sécurité ou cybersécurité qu'on peut avoir avec ces équipements-là. Et je vais vous laisser démarrer avec le volet normatif qui est un peu plus easy-going, disons, et ensuite on descendra vers des choses un peu plus corsées pour la fin. Bon, ben, je commence avec le normatif, mais dans le domaine des technologies opérationnelles, la première norme, celle qui a été conçue pour ce domaine-là, c'est c'est la famille des normes IEC 62443. Fait que que je dis famille de normes parce qu'il y a plusieurs documents, il y a peut-être une 12 à 15 documents, sont pas tous sortis. Certains sont en révision. Fait que ces volets-là touchent, t'as un peu la gouvernance au début, puis après ça, tu as les contrôles de sécurité. Puis les les volets après, c'est système et composants. Fait que c'est sûr, dépendamment de ce à quoi on a affaire, ben, tu vas aller dans certaines normes, puis pas dans d'autres. Fait que pour ce qui est de 62-443, pour l'instant, c'est vraiment la référence pour le domaine des technologies opérationnelles. Dans certains cas, on va des fois utiliser le Cyber Security Framework, là, le cadre du NIST, qui est un cadre qui, dans le fond, permet de faire le pont entre différentes normes, dont les normes de 62-443 sont référencées. Celles du NERC-CIP qui sont réglementaires aussi. Des fois, on fait le lien avec d'autres contrôles, soit du NIST, là, le SP853 ou les ISO 27000. Fait que ces contrôles-là, des fois, peuvent s'appliquer autant d'un côté que de l'autre. Fait que, dans le domaine normatif, évidemment, c'est comme un gros buffet. Fait que tu prends ce qui fait ton affaire, puis si t'as pas le goût d'en manger, ben tu y touches pas, là. Fait que, puis encore là, tu sais, c'est souvent pour certaines choses, tu vas dire, OK, ben là, on va utiliser telle chose, mais tu sais, tu peux pas implanter tout ça de bing bang de même, là. Fait que c'est sûr que, surtout si t'es pas forcé de le faire, tu dis, ben, on va y aller progressivement, puis faut pas oublier qu'en arrière, c'est des humains, là. Fait que, tu sais, oui, tu mets des contrôles de technologie, mais les humains en arrière, il faut qu'ils avalent tout ça puis qu'ils intègrent ces cadres normatifs-là aussi, là. Fait que je vais laisser Steve. En tout cas, moi, de ce que je vois, au côté normatif, c'est vraiment intéressant tout le travail qui a été fait justement au niveau des normes 62443, tout ce que le NIST a laissé dans son sillage, tout ce que le CIS a fait aussi, la CISA. Fait que dans les faits, après 25, 30 ans de développement, le volet normatif pour s'y retrouver, il est à point. Par contre, dans bien des industries, dont le OT puis certaines infrastructures essentielles, c'est intéressant. On a les référents, mais il n'y a pas la traction pour mettre ça de l'avant est pas toujours au point. Les entreprises puis les institutions peinent à maintenir leurs installations. Fait que rajouter une utilisation d'un code normatif, ça rajoute des efforts supplémentaires que c'est pas tous qui sont prêts à s'investir là-dedans, malheureusement. Là. Ouais, c'est la même chose qu'en cyber conventionnel en TI, parce que on a probablement un dégât de normes encore plus grand que ça. Puis d'ailleurs, je vais faire le pont avec le NIST CSF parce que c'est très drôle parce qu'on l'utilise beaucoup en TI, mais fondamentalement, il n'était pas conçu pour ces univers-là. Il avait été
mis en œuvre, ou en tout cas proposé ou conçu initialement plus pour un monde industriel. Et on l'a transformé ensuite en version 2. Là, ils l'ont généralisé. Puis même la version 1.1 était quand même utilisée en TI. Fait que je trouve ça très intéressant que on se soit approprié quelque chose qui était plus pour du OT que basculer de l'autre côté, parce qu'en général, c'est plus l'inverse qui arrive. On essaie de faire de pousser de l'autre bord. Ça, c'est un cas intéressant, puis que je pense que peu de gens qui connaissent cette histoire de ce framework-là qui est rendu la star, ou en tout cas l'espèce de North Star, l'étoile du Nord qu'on utilise pour se référencer maintenant. Fait que c'est bien que maintenant on a un jargon ou un vocabulaire qui peut se transmettre d'un à l'autre, mais effectivement, comme tu mentionnes, c'est optionnel. Et pour certaines industries qui sont moins financées, ben, où les marges sont pas là, l'obligation fait qu'ils vont couper sur ce genre de choses-là. Mais ce qui est intéressant du côté normatif, notamment le NIST-CSF, que je connais un peu plus que d'autres, on peut pas tous les connaître, mais à partir de la version 2.0, c'est l'aspect gouvernance, il est très explicite. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sous-jacent à ça, c'est pas juste dire c'est un ensemble de contrôles puis de mesures que tu appliques. Il y a un aspect de gouvernance à ce que tu entreprends. Puis, qui dit gouvernance dit un certain changement organisationnel. Puis, tu le vois vraiment que les rôles, les responsabilités, la mission de l'entreprise, la mouture 2.0 du NIST-CSF t'oblige à décliner de façon évidente ces aspects-là pour vraiment dire, ben, tu t'inscris dans un tout, puis on sort plus des simples contrôles technologiques. On s'attarde un peu aussi à la chaîne de commandement, puis les personas là-dedans là, qui vont mettre en œuvre le programme. Fait que juste suivre ça, ça devient très intéressant, même au niveau normatif. Tu adoptes le NIST, tu n'as plus d'excuses d'être perdu dans toutes ces exigences-là. Par où tu le prends, ben tu le suis. Puis, tu essaies de remplir au mieux avec ta capacité, ta maturité, les différentes fonctions et catégories et même sous-catégories qui sont présentes dans le NIST. Là. C'est vraiment un peu comme la pierre de Rosette là, des normes de cybersécurité. Là. C'est le NIST, là, le CSF qui en rattache énormément. Une des raisons du cadre, c'était justement parce que les normes étaient un peu disparates. Là. Je me souviens, il y a longtemps, le COBIT, là, qui existe encore d'ailleurs, mais il est apparu toutes sortes de normes, il utilisait des termes différents, fait qu'il n'y avait pas de langage commun. Fait que ce référentiel-là a permis d'avoir une certaine homogénéité pour dire, OK, toi, si tu dis telle chose, ça correspond à telle. Fait que les références croisées ce sont beaucoup, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime de ce cadre-là parce que tu as les références croisées entre les différentes normes. Fait qu'il dit tel numéro de norme ou telle chose, ben ça correspond à telle chose dans telle autre norme et ainsi de suite. Fait que puis c'est ça, t'as des volets qui touchent, comme je te dis, la gouvernance, puis t'as des volets qui touchent vraiment la technologie. Là. Fait que tu sais, c'est parce que tout ne s'applique pas là à quel niveau que tu es. Par exemple, si je parle de la formation, ben je cherche pas la référence par rapport à une comment je dirais ça. Donc, la formation touche plus des volets de gouvernance en cybersécurité que des volets. Je sais que dans la norme 443, ben justement ce qui touche des systèmes, ben c'est d'autres choses qui s'appliquent. Ce qui touche la gouvernance, ben c'est plus au niveau de l'entreprise. Ben à ce moment-là, c'est un autre volet, c'est d'autres volets là, qui sont. Fait que c'est ça. Puis on le voit par les numéros dans le NIST, parce que le NIST couvre les deux. Là. Ça peut être autant ce qui touche les systèmes que ce qui touche la gouvernance. C'est un peu mélangé. Dans le 443, ben en tout cas, moi, je vois la différence parce que le numéro de la norme me dit, OK, ça, c'est de la gouvernance, ça, c'est des systèmes. Fait que, tu sais, on vient l'œil habitué, là. Mm-hmm. Par contre, c'est ça, là, on parlait des cadres, mais tu sais, en arrière de chaque cadre, que ce soit OT, IT, c'est toujours la même affaire. Il y a les trois aspects, le PPT, le People, Process, puis Technologie. Fait que certains vont avoir des approches 100% technologiques.
D'autres vont avoir des approches, encore là, très procédurales, processus, fait que les beaux manuels avec... Puis, évidemment, malheureusement, le parent pauvre de toute cette normalisation-là, c'est souvent le volet people. Le peuple. Parce que le peuple, c'est ça, parce que c'est soit que la formation est déficiente ou carrément absente. Après ça, c'est beau faire une formation, mais c'est quoi? Ça a-tu été bien approprié, intégré, le niveau de maturité? Fait que tu sais, il y a du gros travail au niveau du volet people, quel que soit le cadre normatif. Je me souviens dans mes années professionnelles, certains mettaient de l'avant purement le volet technologique. Tout était technologie, OK? Mais il dit, il existe aussi des contrôles administratifs. Fait que, il y a du monde aussi en arrière de ça. Là, fait qu'il dit valider des règles de firewall, ça se fait pas d'une façon technologique. Il dit c'est de technologie, mais en arrière, les règles, c'est du monde qui les a mis. Là. Sont toujours valides, ces règles-là? Puis je vais rajouter là-dessus sur le fait. Puis ça, c'est universel, le fait que le people est maltraité, que l'humain est souvent déclaré comme on dit que c'est l'élément faible en cyber. Parce qu'on prend pas le temps de les amener à la bonne place, des former. Puis je suis un peu triste de constater que c'est universel comme problème de ce côté-là qu'on n'amène pas. Et dans les contrôles, puis ça étonne beaucoup les gens parce que des fois, ils veulent des contrôles techniques parfaits. Puis notamment, ils vont avoir des formulaires ou des processus. Puis là ils disent, ouais, mais il faudrait mettre des moyens, des choses comme ça. Ils disent, ouais, mais est-ce qu'il y a un approbateur dans le circuit? Si la réponse est oui, tu vas mettre beaucoup moins d'efforts en amont pour s'assurer que l'information, elle est propre, légitime. Surtout quand on va regarder de la fraude, par exemple, parce qu'il y a un humain qui va vérifier en cours de chemin. Et cet humain-là, normalement, il devrait intercepter à peu près 80% des problèmes. Les cas limites, ben à ce moment-là, on va développer quelque chose, mais on va ne travailler que sur un plus petit parce qu'on a un humain. Et en général, les humains sont quand même bons dans les processus et ils exécutent parfois même trop bien certains processus. Pour ceux qui vivent les aéroports régulièrement, c'est un processus avec des humains à l'intérieur de celui-ci qui applique un ensemble de choses qui, ensemble, somme toute, fonctionnent quand même relativement bien. OK. Mais, il y a un petit mais. L'ingénierie sociale n'existe pas pour rien parce que, justement, souvent, le maillon faible est aussi l'humain. Puis, certains volets, tu sais, la technologie, ça n'a pas d'émotion, mais un humain, il y en a qui vont, un bon hacker en ingénierie sociale va savoir aller toucher les cordes de l'humain. Fait que, puis, même certains cadres réglementaires couvrent pas du tout le volet de l'ingénierie sociale, qui, selon moi, est une lacune. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis pour ceux qui se magasinent, mettons, un cadre normatif, là, j'ai eu l'occasion d'en toucher quelques-uns avec Marc dans nos projets communs. Puis je trouvais vraiment qu'en premier abord, tout ce qui est le 62443, c'est très orienté ingénierie des systèmes. Fait que si tu es en train d'opérer peut-être une entité qui est plus à saveur TI, c'est peut-être moins adapté ou ça reste quand même assez aride. Puis d'emblée, ben toutes ces normes-là, il faut que tu payes pour. T'sais, la beauté du 6 ou le 6, les Critical Security Control, eux, ben, t'as pas besoin d'emprunter quoi que ce soit. C'est gratuit, c'est disponible à l'externe. Puis moi, je reste sous l'impression que si tu as une entreprise un peu plus grande envergure, puis tu vas avoir un certain niveau de maturité, le NIST CSF est très intéressant. Peut-être un jour, tu vas aller vers le ISO 27001, quoique c'est une saga en soi, ça aussi. C'est pas si évident que ça. Mais quelque chose qui est assez pratico-pratique aussi, là, tout ce qui est les 6 Critical Security Control, si tu veux vraiment te doter d'une hygiène de base puis te rehausser pour peut-être te remettre pas cet incident, ce cadre normatif-là est pas inintéressant non plus. Là. Fait que si les gens. Il est aussi cross-référencé dans le NIST. Oui, exactement. Fait que si on cherche un peu, mais tu sais, le 62443, là, avec certaines bases de conception d'un projet minier qu'on a fait ensemble, Marc, c'est bon pour des nouveaux projets là, puis à forte teneur d'ingénierie. Mais pour ce qui est du reste, appliquer ça en entreprise tel quel, il y a des principes qui sont bien, mais je suis pas certain de la pleine portée du 62443
mettons, dans le bancaire, exemple, ou dans d'autres Ouais, domaines. non, ben c'est sûr que c'est pas ce cadre-là est pas un cadre universel. Il est vraiment orienté pour des systèmes qui contrôlent des processus physiques. Là. Fait que c'est pas. Puis d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle. Mais j'ai vu aussi des entreprises dans le domaine électrique avoir comme cadre le ISO 27001 aussi. Là. Fait que c'est même s'ils sont dans le domaine électrique, oui, ils sont soumis à la réglementation de NERC, mais l'entreprise en soi, elle, était orientée ISO 27001. Là. En tout cas, pour la gestion des risques, il y avait vraiment une connotation de ce côté-là. Parce que c'est une entreprise, les propriétaires de cette utilité-là étaient dans le domaine plutôt financier, fait que plus un holding financier. Puis tu me faisais penser dans des podcasts précédents, on discutait un peu de l'incidence des assureurs. Puis c'est drôle, puis depuis, je vois aucun incitatif aux entreprises à adopter un cadre, puis tu sais, c'est jamais parfait, mais au moins, si tu commences à documenter ce que tu fais, puis tu adoptes de plus en plus de contrôle, puis tu es capable de démontrer que tu chemines, mais il n'y a pas d'incitatif. On va te donner un allègement de tes assurances si, exemple, ta maison, tu as un système d'alarme, si tu as un système anti-démarreur sur ton auto, quelque chose de plus de luxe, c'est un boomerang au mieux, burinage. Mais on dirait qu'il n'y a pas d'incitatif pour amener certaines entreprises à adopter peut-être un cadre normatif, puis c'est en train de changer parce que le slogan maintenant, c'est en tout cas dans le domaine des assureurs, le slogan, c'est Secure Before Insure. Fait que, parce que il y a eu trop des cas de réclamation, surtout quand tu avais des assurances du type tout risque. Ben là, quand la cybersécurité est embarquée, ils ont réalisé que ces risques-là s'inscrivaient plus au niveau des catastrophes naturelles parce que je pense qu'une usine qui passe au feu, c'est moins pire que d'avoir un ransomware qui touche une corporation parce que tout est connecté. Puis là, c'est l'organisation dans son ensemble qui devient paralysée. Fait que les réclamations sont astronomiques. Fait que là, il dit, c'est pour ça que ces risques-là se sont plus inscrits dans la catégorie des catastrophes naturelles à cause de l'envergure des réclamations. Oui, notamment. Puis il y a un changement de culture aussi au niveau du risque. Parce que en OT, il doit y avoir une certaine notion comme ça. Le risque cyber est rendu maintenant un risque qui a une incidence, comme tu mentionnais, sur l'entreprise et avec une matérialité réelle à bien des égards. Donc, on est, dans certains cas, des incidents qui sont même plus dispendieux que l'usine passe au feu. C'est plus dispendieux d'avoir un rançon logiciel qui vient paralyser l'entreprise parce que la complexité de retour en production, elle est plus grande à bien des égards pour ce genre de choses-là. Fait que ça vient un peu changer la donne. Et c'est heureux qu'on a un certain nombre de cadres de référence qui nous aident. Puis les assureurs, pour moi, ont changé de côté. Avant, était la source du problème parce que la façon que les entreprises avaient, c'est qu'ils prenaient le risque puis l'envoyaient à l'assurance, puis ils sécurisaient rien. Les assurances ont comme rien vu passer, parce comment ils ont accepté aussi, jusqu'à temps que ça coûte très, très cher. D'ailleurs, Marc, on avait enregistré le podcast sur le palais de Merck, notamment. Ben, ça a été un rappel assez brutal que ça coûte cher quand la cyber est en jeu. Et les règles ont changé incidemment pour ça. Donc là, l'assureur a la capacité d'agir dans son rôle réel, c'est-à-dire prépare-toi, puis je vais couvrir l'imprévisible. Puis c'est ça l'objectif, et non ta négligence. Puis bon, pendant longtemps, l'assurance a servi à couvrir la négligence plus que l'imprévisible. Ben, la preuve, c'est que dans le cas des assurances, l'OIS a été impliqué pour définir le cadre d'assurance dans le domaine de la cybersécurité parce que ça prenait des proportions démesurées. Puis, tu sais, quand un risque est trop élevé, tu peux avoir l'effet domino que ça fait tomber une compagnie. Puis, les compagnies d'assurance en arrière, tu as les réassureurs et tu as comme une structure financière, mais quand ça devient trop disproportionné, là, tu peux carrément faire tomber, comme on dit, l'effet domino peut avoir un effet catastrophique pour le secteur des assurances. Fait que quand ça prend certaines proportions, là, il
il a fallu cadrer ça, puis c'est ce que Lowe's avait fait, a fait récemment. Puis là, toutes les compagnies d'assurance s'inspirent un peu de ce cadre-là. Justement, en tout cas, j'ai même vu mon assurance habitation sortir les clauses là, parce que mon renouvellement est actuel. Là. Je dois renouveler au 1er novembre, puis mon assureur d'habitation a maintenant des clauses d'exclusion pour tout ce qui concerne la cybersécurité. Là. Fait que juste pour dire que même ce risque-là est rendu aux particuliers maintenant, là, exclu des assurances habitation. Puis là, on peut comprendre avec le télétravail qu'est-ce qui est arrivé. Là, puis tu as une partie de l'entreprise qui est rendue chez vous. Puis si c'était juste tes biens personnels, c'est une chose, mais quand ça touche l'entreprise parce que tu es connecté avec ton employeur, puis là, ça a des incidences. Fait que là, c'est un peu normal que l'assureur habitation dise non, là, t'as peu, là, on va. Si tu m'exposes à un plus gros risque auquel je suis que je suis pas au courant, à ce moment-là, ça va te prendre un avenant, puis il va falloir qu'on en jase parce qu'il y a la prime qui va aller avec ça. Là. Fait que ça, là, on déborde du cadre normatif parce qu'évidemment, tout ça pour dire que ce risque-là, les assureurs prennent plus ça les yeux fermés parce que oui, effectivement, au début, ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Ah, c'est un nouveau risque. Ah oui, pas de problème, on va te charger de prime. Mais non, ils ont vite compris maintenant que il faut cadrer ça. Puis ces cadres-là, c'est tout récent. Là, on parle pas de. Ça n'a pas 10 ans, là, on parle de 1 ou 2 ans. Là. Il y a une certaine évolution parce qu'après, on prenait le risque tel quel parce qu'ils voyaient une opportunité d'affaires. Là, ils ont commencé à exiger certains contrôles pour être sûr que c'est pas un zoo. Là. Mais là, tu sais, quand tu as un ensemble de contrôles puis une mesure cyber qui est assez important, tu peux plus juste improviser. Il faut tailler un cadre normatif ou quelque chose qui structure tout ça. Fait que peut-être dans les prochaines années, on va voir dire, tu as des rabais ou c'est une exigence que as-tu un cadre normatif qui est en vigueur? Montre-moi un peu ce que tu as. C'est pas juste le questionnaire, t'as-tu du MFA? T'as-tu une inscription? Tu sais, ça, c'est le contrôle qui semble plaire aux assureurs, le MFA, mais ils disent parce que ça se limite pas, la cybersécurité se limite pas juste à ça. Non, mais tu sais, ils ont les moyens puis c'est pas des caves. À partir d'un certain point, je serais pas étonné de dire, tu sais, il y a plein de référents, de bonnes pratiques, puis peut-être de voir quelqu'un qui est vraiment NIST, CSF, pas pire, il est peut-être plus fréquentable que d'autres qui ont absolument rien à présenter à la table. Là. Tu sais, ça m'étonnerait pas. Mettons, être FM global, là, je peut-être gratterais ça un peu. C'est ça, mais FM est une mutuelle. Fait que ça appartient à tous ses cotisants, puis c'est le domaine industriel qui est son marché. Fait que ça pour dire que eux sont partie prenante dans tes contrôles de cybersécurité parce que. Je pense qu'ils ont 1600 ingénieurs à leur service. Fait qu'à un moment donné, il y en a un Wiz qui va sortir. C'est un modèle d'affaires un peu différent qu'une compagnie d'assurance. C'est sûr. C'est sûr. Fait que là, on déborde un peu. On va revenir à nos cadres. Là, on a parlé beaucoup du cadre normatif. Par contre, c'est sûr que le normatif, tu as de la latitude, c'est plus volontaire. Par contre, c'est ça, là, en arrière de ça, ça peut être aussi mal appliqué. Ça ne tient pas nécessairement compte de OK, comment tu maintiens ça? Parce que tu dis, puis l'affaire aussi, c'est que des contrôles de cybersécurité, là, c'est pas un projet. Là. Tu fais ça, puis après ça, on n'en parle plus, c'est fini. Ça nécessite un maintien. Ce qu'on disait en anglais, le sustainment. Fait que ce maintien-là, c'est la notion qui souvent est mal comprise ou pas très bien comprise parce qu'il dit ouais, mais là, on a fait le projet, c'est réglé, fini final. Non, c'est pas ça la cybersécurité. Il dit. Ça nécessite d'être revu périodiquement ou revu selon des déclencheurs, des triggers. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus que juste une mise en œuvre. Là. La mise en œuvre, c'est ton volet projet. Mais après ça, si tu maintiens pas ça, c'est comme n'importe quel système. Il y a une érosion, puis comme on discutait auparavant, là, c'est un peu comme la sécurité physique qu'on a vue chez Hydro-Québec. Avant le projet de sécurisation, il y avait des systèmes de sécurité physique pour limiter l'accès au site.
À un moment donné, ces systèmes-là, sont devenus désuets, dysfonctionnels ou plus fonctionnels pantoute, jusqu'au moment où un journaliste de Radio-Canada t'est rentré d'une centrale, puis tu rentrais comme d'un moulin. Fait que là, après ça, il y a eu un projet de sécurisation. À ce moment-là, les contrôles de sécurité physique ont été mis à jour, remis en place. Puis c'était tout à fait normal. On parle d'infrastructures critiques. Là. Fait que tu peux pas laisser rentrer n'importe qui comme d'un moulin. Fait que, tu sais, c'était, comme on dit, ça c'est revenu là. Mais pourquoi? Parce que là, maintenant, il y en a du maintien là, pour la sécurité physique. Fait que tu as des équipes en place, tu as du personnel, tu as des agents de sécurité, c'est monitoré 24/7. Mais tu sais, si tu enlèves tout ça parce que tu dis c'est un projet, puis c'est pas vrai que juste la technologie va résoudre tout ça. Là, fait que là, on parlait du people process technology, mais là, dans ce cas-ci, si tu veux avoir du succès dans tes contrôles, ça te prend la triade. Là. Ça te prend les trois. Là. Ben, moi, j'ai l'occasion d'accompagner une grande entité au niveau du traitement de l'eau, puis, tu sais, autant au niveau des projets de eux, ce qu'ils appelaient l'exploitation pérenne, ils ont déjà bien identifié des trucs ponctuels qui mettent des choses en place, puis des contrôles récurrents, mais je te dirais qu'au niveau des capitaux puis des différents arrangements budgétaires, c'est pas toujours si facile que ça, justifier des ressources pour autre chose qui est un projet, puis qui n'est pas de l'exploitation directe de la mission finale, tu sais, fait de l'eau, surveille un système bancaire, un système télécom, fait de la sécurité civile. C'est pas si évident de dire, ces gens-là, c'est juste pour de l'assurance qualité continue là, ou de la maintenance préventive, là, nomme ça comme tu veux. C'est pas une vente qui est facile à faire là, pour pérenniser tout ça. Là. C'est certain que, mettons, si je fais l'analogie avec la santé-sécurité, tu sais, la prévention, tout le monde va le dire, c'est pas sexy. Puis avoir tout ce qui concerne les mesures préventives, là, il y a absolument rien de sexy. Puis c'est souvent là que tu as de la misère à justifier tes budgets. Puis par contre, là, quand tu arrives au curatif, là, puis que là, il est arrivé un incident, un accident, whatever, là, ça prend la totale. Là, fait que c'est souvent en mode curatif que là, l'argent va tout à fait apparaître. Là. Mais dans le préventif, là, non. On n'a jamais eu ce risque-là. C'est jamais arrivé. Tu penses que c'est jamais arrivé. Mais, est-ce que tout ça a été déclaré? Là, évidemment, là, je parle de santé-sécurité, mais je pourrais parler de cybersécurité, c'est la même affaire. Là. Tout n'est pas dit là-dedans. Là. Fait que... Parce que moi, je le vois au quotidien, juste le normatif, on le voit rapidement que autant les projets que l'exploitation primaire, là, qui est le core business, prend vraiment le dessus sur les ressources disponibles, puis le volet normatif, il prend le bord. Tant qu'il n'y a pas, on va peut-être y arriver, tant qu'il n'y a pas un volet réglementaire qui oblige l'aspect maintien, les employés sont réaffectés à des trucs plus frontales. C'est sûr que là, si on saute dans le volet réglementaire, là, c'est l'obligation. Fait que là, c'est plus si ça me tente ou si c'est la saveur du mois, là. Parce que c'est souvent ça qui arrive dans le normatif, là. C'est la saveur du mois. Puis après ça, hop, ça a changé de saveur, t'es plus intéressant. On fout le budget là-dedans. Bon, merci, bonsoir. Le cadre réglementaire, malheureusement, lui, il vient avec ses exigences et son enforcement, ou comme on dit, ses pénalités si tu te conformes pas. Là. Fait que, c'est quand on dit sa force de loi ou sa force réglementaire, évidemment, c'est plus un choix, c'est une obligation. Là, ça change. C'est ça. Là, ça change la donne un peu. Là. Par contre, c'est pas le silver bullet, là, c'est pas la solution à tous les remèdes non plus, parce que une conformité réglementaire, malheureusement, vient avec beaucoup de volets administratifs qui, malheureusement, n'amènent pas vraiment une valeur tout le temps ajoutée, parce que, je dis, le volet administratif, je m'explique, c'est que non seulement tu dois appliquer des contrôles, mais tu dois aussi conserver les preuves que tu as réalisé ces contrôles-là. Fait que tout ce volet-là, c'est plate,
mais c'est une obligation aussi de conserver ces preuves-là parce que si tu te fais auditer, il faut que tu puisses démontrer, ah, je l'ai fait. Mais ça, je l'ai vécu avec Marc dans des mandats dans l'Ouest canadien, puis tu sais, Marc dispatchait ce qui était à faire, puis vraiment collecter la preuve, colliger les différentes évidences à gauche, à droite, puis on se dit, oui, tu sais, c'est convaincant, c'est présentable, juste ça, il y a matière à réflexion, puis des fois, ben, il y a beaucoup de retouches qui sont faites pour être sûr. Est-ce que avec les preuves qu'on a en main, on démontre de façon éloquente qu'on rencontre l'exigence, puis des fois, ben, c'était pas le cas, là. Fait que là, il y avait d'autres mesures administratives qui se rajoutent pour d'autres éléments. Puis là, comme Marc disait, c'est pas le silver bullet. Il y a une certaine lourdeur à ça, là. Ça a pas tout réglé, là. En tout cas, moi, je me souviens si je prends par exemple les normes de la NERC, les fameux registres de visiteurs. Là. Fait que, tu sais, quand tu as ça sur forme papier, là, c'est pénible parce que si tu as beaucoup de sites, écoute, c'est une gestion de paperasse, là, tout à fait. Puis ça revient dépendamment aux exigences auxquelles tu dois te conformer. Celle-là, en tout cas, c'en était une de paperasse, puis qui devenait très administrative. Puis au bout de la ligne, tu dis, OK, fait que c'est sûr que des fois, il y a des stratégies pour rendre ça plus simple que la paperasse. Fait que dans ce cas-ci, ben évidemment, si tu avais informatisé tout ça, ben peut-être ça rend ça plus simple, puis la récolte des preuves aussi devient automatiquement plus simple parce que tu peux sortir les records qui touchent à qui et quand, puis où, puis rentrer, sortir et tout. Fait que tout ça pour dire que des fois, la technologie peut être une stratégie intéressante pour faciliter le contrôle, alors que la forme papier devenait carrément très, comme on dit, Ouais. c'est vraiment burden, embourbant. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai vu, comment, mettons, le corps normatif NERC était administré, puis à l'époque, dans l'Ouest canadien, c'était beaucoup basé sur des technologies style SharePoint. Puis je suis pas un fin connaisseur de SharePoint, mais on voyait qu'à partir d'un certain point, pour de la gestion documentaire, c'est correct, mais pour de l'événementiel, des triggers, des choses récurrentes, peut-être qu'aujourd'hui, avec les Power Automate puis les autres workflows qui sont disponibles avec tous les autres éléments qui gravitent autour de SharePoint, mais à l'époque, c'était pas si aisé que ça d'avoir des récurrences intéressantes, traquer des évidences. Puis de plus en plus, il y a beaucoup d'entités au niveau de la génération électrique qui se détournaient de SharePoint pour adopter des systèmes plus de QMS, là, des Quality Management Systems. Fait que là, c'est là qu'on voit que les exigences réglementaires, ben, c'est de la conformité qualité au final. Là. Avec tout l'audit trail, puis l'event log de tout ça. Là. Ouais, puis la mention, ce que vous dites, puis le NERC est un très bon exemple parce que c'est celui qui est le plus proche, j'imagine, proche de nous, puis qui est vraiment là, universel là, au sens dans lequel on le vit. Mais c'est justement l'obligation des preuves. Puis c'est l'aspect où les gens sont pas habitués, parce que là, il y a une obligation de reddition de compte à une entité externe qui vient s'assurer que ce qui est dit est vraiment fait. Parce que quand on est dans le normatif, on le fait, mais il n'y a personne qui le vérifie, donc c'est pas super grave. On va avoir des mesures mitoyennes comme les grandes compagnies en TI. On va trouver souvent chez les impartiteurs un SOC 2 ou une entité comptable va venir vérifier. Mais dans le cas du réglementaire, c'est pas sur la bonne volonté de se faire auditer. C'est vraiment, ça nous arrive comme le déplaisir d'aller chez le dentiste. Là. C'est sûr que pour ceux qui sont moins familiers, quand on parle des normes de la NERC-CIP, ce sont des familles de normes de cybersécurité, mais qui s'adressent au domaine électrique. Fait que de la production, transmission, distribution dans le secteur électrique. Par contre, toutes les entités sont pas nécessairement assujetties parce que quand tu es une petite entité, il y a des seuils minimums, là. C'est normalisé tout ça. Fait que certaines entités passent, comme on dit, sous le radar parce qu'ils sont pas assujettis à ces normes-là. Celles qui sont plus grosses, évidemment, le sont assujetties. Puis tu as
celles qu'on appelle à impact faible, ben, tu sais, celles-là ont beaucoup moins d'exigences applicables, contrairement à des entités avec impact moyen ou élevé. Fait qu'à ce moment-là, encore là, c'est tout défini dans les normes. Puis c'est sûr que quand on dit l'enforcement, c'est que ces normes-là réglementaires au Québec, c'est sous parce que l'énergie au Canada est de juridiction provinciale. Fait qu'à ce moment-là, c'est la Régie de l'énergie qui est l'autorité réglementaire qui doit s'assurer qu'il y a force de loi au Québec là, par rapport à ça. Mais chaque province a ses entités légales distinctes qui visent au même titre de normes. Contrairement aux États-Unis où l'énergie est de juridiction fédérale, tout est sous la FERC, qui est une autorité fédérale. Il y a ces petites distinctions-là, mais ça, c'est un détail parmi l'univers. Mais tout ça pour dire que lorsqu'une nouvelle norme est en vigueur, ben, elle doit d'abord être mise comme on dit, être sanctionnée par la FERC. Après ça, pour arriver au Canada, ben, chacune des provinces, son entité légale va demander à son coordonnateur à la fiabilité, OK, est-ce qu'on l'applique, à quel moment, c'est quoi les impacts? Fait que les provinces sont pas toutes au même niveau pour l'application de ces normes-là. Là. Fait que ça, c'est un autre volet, là, comment je dirais ça? Donc, l'application des normes, ben, sont pas toutes à la même révision. Là. Si je prends l'Alberta, ben, l'Alberta a un retard par rapport, exemple, au Québec, qui se colle plus sur les dernières normes du côté américain. Oui. Moi, quand j'y étais dans des mandats dans l'Ouest canadien, l'appliquer au jour le jour, il y a une certaine lourdeur administrative, puis on embarque dans le jeu, c'est nécessaire. Par contre, là, moi, j'accompagne une infrastructure essentielle qui est non régulée. Puis quand tu le regardes avec un regard de gouvernance, quand tu regardes comment c'est écrit, puis tu laisses de côté que ça a été écrit pour de la protection électrique, mais tu te dis, c'est quoi les principes de gouvernance qu'on établit là-dedans? Ce que j'apprécie de la NERC très rapidement, mettons la première exigence qui est la CIP 2, là, je l'ai ici sur mon autre écran de la Régie de l'énergie. Puis on tombe vite dans le vif du sujet, mettons, la CIP 2, chaque entité responsable doit mettre en œuvre un processus, je vais escamoter, qui répertorie des systèmes à impact élevé, à impact moyen et à impact faible. Tu peux peut-être définir selon ton industrie qu'est-ce qu'il y en est, puis dans mon cas, il y en a qui sont à impact élevé, moyen et faible. Puis déjà en partant, ça force un répertoire des actifs électroniques et logiciels. Tout en partant, c'est la première norme, qui est un des contrôles du NIST. Puis la deuxième, là, qui vient vraiment faire game on, entre guillemets, c'est la CIP 3. Chaque entité responsable doit examiner et faire approuver par un cadre supérieur au moins une fois tous les 15 mois civils, une ou plusieurs politiques qui mettent en œuvre CIP 4, 5, 6. Fait que là, on est tout de suite là dans les premières lignes des exigences dans un cycle de 15 mois, puis il faut qu'on gère l'entièreté des actifs électroniques applicables. Fait que, rapidement, ça place la game. Là, après, il y a une lourdeur, mais côté gouvernance, on se demande-tu, c'est-tu aux 2 ans, c'est-tu aux 18 mois? Tout est monté en amont dans la CIP 3 avec toutes les autres codépendances, puis là, ça part. Ce que tu viens de nommer, Steve, il y a un volet intéressant. Là. Oui, il y a le volet calendriable que tu as parlé, la périodicité du 15 mois. Mais quand on dit le cadre supérieur CIP, c'est pour s'assurer, le but de ça, c'est pour s'assurer que la haute direction est partie prenante c'est pas une mesure qui vient d'en bas, là, puis que la haute direction est complètement déconnectée. Non, cette personne-là, elle est imputable de la haute direction. Fait que parce que quand on parlait de normes réglementaires, il y a une épée de Damoclès qui vient avec ça, c'est les sanctions, les amendes, les sanctions pécuniaires. Fait qu'évidemment, si tu te conformes pas, puis normalement, la bonne gouvernance veut que tu fasses ton autodéclaration à l'entité légale, mais sinon, tu subis aussi des audits. Fait que si tu es un bon comment je dirais ça, un bon élève, tu vas autodéclarer tes non-conformités. Mais il faut t'avouer demi-pardonner, quoi.
Ouais, ben, c'est sûr que ça, c'est des facteurs, comme on dit, atténuants sur OK. une amende. Par contre, quand tu caches tout, puis que là, tu subis un audit, puis que là, le chat sort du sac là, en audit, ben là, c'est des facteurs un petit peu plus aggravants. Là. Fait qu'en tout cas, il y a un document au niveau de la régie là, qui explique un peu qu'est-ce qui était un facteur atténuant puis aggravant. Fait que c'est dépendamment là, de ton niveau de collaboration avec l'entité réglementaire, bien évidemment, la sanction est plus ou moins, puis encore là, si on parle d'une première offense, c'est une chose, mais quand il y a récurrence de l'offense, c'en est une autre parce qu'il y a un facteur de majoration là, qui est appliqué. Dépendant. Là, je peux pas. Au Québec, je sais comment c'est appliqué, mais dans les autres provinces, je ne sais pas Mm-hmm. s'ils appliquent la même chose. Il y a une certaine latitude de province en province. Puis encore là, chaque province a sa grille. Il y a une grille tarifaire des sanctions. Fait que là, mais encore là, faut comprendre que là-dedans, tu as une gamme de sanctions. Là. Fait que, tu sais, tu peux mettre, tu commences pas dans le top, là. Fait que tu commences plus bas. Puis encore là, ça, comme dans n'importe quoi, tout se négocie. Fait que, mais encore là, il faut que tu fasses preuve de transparence et d'ouverture. Fait que c'est sûr que si tu as l'impression d'être l'entité qui cache des choses, qui veut pas collaborer, ben souvent la sanction va être en conséquence. Ouais. Ce que je trouve un peu bluffant, c'est que la NERCSIP, c'est intéressant, il y a une certaine lourdeur administrative, mais il y a quand même une certaine évolution au niveau de l'imputabilité, mais il n'y a pas d'équivalent dans d'autres domaines qui ont tout autant d'impact dans notre vie de tous les jours. Puis je suis pas un fan fini de la réglementation mur à mur, mais je trouve ça vraiment étonnant qu'on ait à peu près la NERCSIP comme référent côté TO pour les infrastructures essentielles. Puis pour toutes les autres industries qui viennent quand même exposer à certains cyberrisques, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune exigence au niveau de l'hygiène de base. C'est plus des impératifs d'affaires qui l'amènent, mais il y en a certains que ça dépasse juste le minimum. Là. Comme tout ce qui est traitement de l'eau, ben c'est des services populationnels. Tout ce qui est sécurité civile, autant services policiers, gendarmerie ou services incendie, ça tient la route, mais j'ai aucune de ces exigences-là. Puis des fois, ben il y a certains dossiers qui se déliraient assez rapidement. Là. Okay. Avec un appui normatif comme ça. Là. Il y a un élément aussi qu'il faut savoir au niveau des normes de la NERC. CIP, c'est juste une des familles, mais la majorité des normes sont plutôt au niveau opération et planification. Ce sont des normes de fiabilité. Le but ultime de ça est de fiabiliser le réseau électrique parce que malheureusement, un réseau électrique, c'est un peu comme des dominos. Là. Si tu fais tomber un domino, ben souvent, ça peut faire tomber lui d'à côté et ainsi de suite. Puis les pannes, comme en 2003, ben, ont bien démontré que ça, à la moindre petite défaillance, tu peux carrément faire tomber un paquet de dominos. Puis quand je dis un paquet, c'est quand une bonne partie du grid du nord-est a tombé à cause que des branches ont touché à des fils électriques. Parce qu'il y avait négligence de contrôler la végétation, puis tu as un effet, c'est un effet, on appelle l'effet papillon, un effet cascade. Ben à ce moment-là, parce que tu étais négligent ailleurs, fait que tu sais, c'est un peu comme un accident. C'est une séquence d'événements malheureux qui, quand ils sont tous alignés ensemble, ben font que ben ça a une gravité plus grande. Ben, c'est un peu la raison pour laquelle les normes de fiabilité ont été mises en vigueur, puis il y a eu un volet qui sont devenus réglementaires parce que il fallait s'assurer que pas juste la cybersécurité, mais que plusieurs volets de fiabilité soient mis en œuvre d'une façon obligatoire, parce qu'évidemment, on est tombé dans un mode dérégularisé dans le domaine de l'énergie. Mais là, il fallait contrebalancer ça avec, ça ne veut pas dire on ne fait plus de maintenance, on ne fait plus rien. Là. Mais c'était tentant pour certaines entités de dire, hey, moi, je veux performer au niveau de mes budgets, je vais couper sur la maintenance, je vais couper sur le contrôle de la végétation. Ben, tout ça a amené que
le grid de certaines entités était beaucoup moins fiable que celui de d'autres. Puis ben, malheureusement, les délinquants font tomber les autres à côté. Là. Ouais. Mais c'est quand même surprenant que il y a eu un souci dans le domaine électrique de pousser l'aspect fiabilité juste aux considérations cyber, sans même qu'il y ait eu un élément majeur. Exemple, parce que l'équivalent, mettons, récemment de la panne CrowdStrike, il n'y a pas eu une panne électrique à la grandeur de l'Amérique du Nord jusqu'à présent parce qu'il y a eu une cyberattaque, on le souhaite pas non plus, là. Mais ils ont quand même poussé ce modèle de gouvernement, ça, de dire on traite la végétation, on traite les normes d'opération électrique, on dit on laisse pas ça à la table. Le risque cyber, il existe, puis on le voit qu'il y a des exigences, surtout au niveau du contrôle de l'information. OK, là, on se bat contre des États-nations, donc on protège l'information. On est dans le renseignement pratiquement, là. Puis ils l'ont fait juste parce que c'était la bonne chose à faire. Ouais. Ils n'étaient pas devant une réponse à une crise. C'est ça qui est particulier du domaine électrique. Ils l'ont fait jusque-là sans faut faire attention parce que le volet SIP est pas juste... c'est SIP est pour Critical Infrastructure Protection. Tu as le volet cybersécurité, mais tu as le volet de la sécurité des individus, de l'intégrité des individus. Tu as le volet aussi de la sécurité physique. Fait que dans le fond, les trois aspects de la sécurité sont couverts à l'intérieur de ces normes-là. Puis, il y a aussi CIP 13 avec qui touche la chaîne d'approvisionnement. Oui. Ça, si tu demandes justement au Hezbollah, à quoi ça sert la norme sous le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Je pense que maintenant, ça les appelle un petit peu plus. Là. Oui, mais tu sais, il y a des normes, je ne sais pas si c'est la 12 ou la 14 après l'attentat à la sous-station aux États-Unis. Ouais, c'est la CIP 14. Ouais, la CIP 14, elle existe parce qu'il y a vraiment eu probablement terrorisme interne aux États-Unis, mais c'est la seule. Moi, ce qui m'étonne encore, c'est que toutes les autres, c'est en prévention de tous les risques cyber, autant physiques que informationnels, puis ils l'ont fait pareil. Puis il n'y a pas d'autre équivalent dans toute industrie pour le moment, là, à part de l'autoréglementation. Là. C'est vraiment particulier qu'ils aient réussi à aboutir ça. Là. C'est aussi la compréhension ou j'espère le souci des entités réglementaires dans ce cas-ci, que l'électricité et la panne du Nord-Est, c'est une belle démonstration, c'est que ça cascade très vite. Et à quel point c'est compliqué de livrer de l'électricité jusqu'au domicile. Ça a l'air facile, ça a l'air d'être comme de l'eau. On fait juste ouvrir le robinet, puis l'eau va se rendre jusqu'aux personnes. La réalité, c'est qu'il y a toujours un équilibre de production en face à la consommation. Puis s'il y a un déséquilibre entre les deux, là, on a nécessairement une situation qui peut devenir une panne majeure, comme on a connu dans le reste, malheureusement, je parle des feuilles, mais si le déséquilibre est trop grand, le système ne réussira pas à soutenir et va tomber dans un état qui est comme ça. C'est l'aspect qui est peu connu du grand public, du moins. En fait, ce que tu parles, Nicolas, c'est le balancement qu'on appelle. Il y a dans les normes de la NERC, il y a une famille de normes qui visent le balancement. Là. Le balancement étant l'équilibrage entre la production et l'utilisation. Puis tu as le transport entre les deux. Fait qu'évidemment, si tu as des équilibres entre la production puis la consommation, si tu as une trop grande consommation puis tu n'as pas la production en conséquence, tu n'es pas capable de maintenir soit la fréquence ou la tension. Fait qu'automatiquement, ça amène des déclenchements souvent. Puis c'est d'ailleurs arrivé certaines pannes au Québec. En passant, le Québec est une... Au niveau électrique, le Québec est déjà indépendant. Parce que le Québec a sa propre interconnexion. On n'est pas sur le même 66 que l'Ontario, que les provinces des Maritimes, ni les États-Unis. Le Québec a sa fréquence et de 66. Quand on exporte l'énergie, tant en Ontario que du côté des provinces atlantiques ou du côté américain, ça prend des mécanismes de onduleurs-redresseurs pour passer à un autre 66. Fait que c'est pour ça que la panne du Nord-Est, entre autres, quand c'est arrivé en 2003, a touché l'Ontario, mais n'a pas touché le Québec. Parce que ces mécanismes-là, c'est comme si tu avais fait un air gap sur les dominos. Là, fait que tu fais tomber les dominos d'un bord, mais à cause de l'espace que tu as entre les autres, ça n'a pas touché le Québec.
Fait que l'Amérique du Nord est divisée en 5 zones d'interconnexion séparées. Là. Fait que il y a 5, comme on dit, 60 cycles différents là, à travers l'Amérique du Nord. Là. Fait que c'est des particularités techniques, mais qui ont toute leur importance. Là, parce que dans le langage aussi, des fois, il y a une formulation. Des fois, tu entends à l'intérieur d'une même interconnexion. Il faut savoir bien interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Mm-hmm. Fait que, Oui, puis on va un peu plus loin sur sur le volet réglementaire, parce on a abordé certains volets. Sa globalité, puisque le NOC était un très bon exemple, ça représente quoi? Parce que là, on a juste regardé des petits bouts, là, mais globalement, on l'aborde comment? Parce que c'est quand même massif. Il y a de la reddition de compte, il y a de l'autodéclaration aussi. Ça aussi, c'est, je dirais, du monde TI, on n'est pas dans l'autodéclaration du tout, là. C'est des éléments qui sont probablement étrangers pour bien des gens d'ailleurs. Et même parce qu'il faut avoir la capacité de détecter. Fait que tous ces normes-là, dans leur globalité, représentent quoi comme apport? En tout cas, on a vanté le mérite, le fait que ça l'améliore, mais le poids sur les entreprises d'énergie qui doivent s'y conformer. ben, c'est sûr qu'il y a un coût financier à ça. Là, le fait de rendre ça obligatoire, ben, ça prend aussi des budgets en conséquence pour mettre ça en vigueur. Là. Fait que c'est sûr que chaque entité va dire, ben écoute, moi, si tu me demandes ça, il va falloir que j'augmente le prix de mon énergie. Là. Fait que il faut que ça passe. C'est la même entité qui réglemente la régie d'énergie. Fait que là, tu dis, ben moi, je dois augmenter de temps pour offrir cette fiabilité-là, puis ces contrôles-là que tu me demandes, là, ça vient avec ça. Là. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur d'une organisation, que ça soit normatif ou réglementaire, là, on parle de mesures de contrôle qui sont plus de nature prévention. Fait qu'évidemment, tu vas toujours avoir les objets. Ceux qui s'objectent à ça vont dire, ben écoute, moi, ça ne me fait pas produire plus d'électricité, ou moi, ça ne me fait pas produire plus de papier, ou c'est sûr que, comme je l'ai dit, je le répète, il n'y a rien de sexy là-dedans. Là. Démontrer une fiabilité, c'est pas vendeur tant que. C'est dommage. C'est ça. Jusqu'au moment où tu as été négligent, tu t'es éloigné de la bonne gouvernance, puis là, ça pète de partout. Là. Fait que là, c'est là que souvent les têtes sautent, puis tu dis, ben écoute, puis on l'a vu dans différentes entreprises. Là, tu dis, ben écoute, je peux pas croire que. Puis tu corrigeras mes chiffres, Marc, si je me trompe. Là, si je réponds à la question de Nicolas Loïc d'un autre angle, j'ai vu 2 entités différentes dans 2 provinces distinctes. Puis si on prend une fourchette entre 10 000 à, mettons, 50 000 actifs électroniques purement TO, là, qui sont... Moi, je présumais, je taille large, là, on est là-dedans, puis on interpellera, mais on parlait facilement autour de ce programme-là de quoi, de 25 à 100 personnes pratiquement, là, pour le programme de maintien de la conformité NERC-CIP. On était à peu près là-dedans, je crois, avec les consultants. Ben, c'est sûr que ça facilement, là. Ouais, c'est sûr que ça prend une structure pour le maintien, là, parce que c'est laborieux, parce qu'effectivement, à quantité d'actifs, encore là, juste maintenir un inventaire à jour de ces actifs électroniques-là, oui. C'est déjà un défi en soi. Been there with you. Ouais, fait que ça, je n'irai pas trop là, de ce côté-là, mais tu sais, fait que c'est sûr qu'en arrière, ben, tu sais, si tu fais du balayage, à travers tout un réseau électrique, puis tu as différentes entités, différentes spécialités, ouais, t'as facilement une centaine de personnes qui sont impliquées dans le domaine de la conformité. Puis justifier la masse salariale, mettons, t'es une grande corporation, il y a personne qui a un excès d'argent, là, justifier 100 personnes à des salaires assez intéressants vu encore là, les ça dépend exigées. Ouais, ça dépend aussi si la personne fait ça à 100% de son temps ou elle fait ça à 25% ou à 50%. Fait que, tu sais, des fois, certaines entités ont des personnes dédiées entièrement pour ces fonctions-là, mais dans d'autres cas,
une plus petite entité, ben la personne, c'est une de ses tâches parmi bien d'autres. Là. Fait que là, t'as souvent le phénomène je vais excuser le terme masculin, l'homme orchestre. Ben, tu sais, t'as la personne qui s'occupe de l'informatique, qui s'occupe aussi du volet réglementaire, puis c'est sûr quand une entité est pas grande, ben elle est assujettie aux mêmes normes, mais elle n'a pas les mêmes moyens, puis elle n'a pas la même quantité de personnel. Là. Fait que, comme on dit là, c'est un peu un combat inégal. Ouais. Si je reprends un autre exemple de conformité réglementaire, tout ce qui est taxes et impôts, là, ben, ça en est une. Puis, à très petite échelle, tu peux le faire, mais tu l'as vu toi-même, Nicolas, quand tu as lancé ton entreprise à un certain point, tu apprends les rouages de ta propre comptabilité pour rapidement apprendre que ton service géré, ben on appelle ça un comptable. Puis parce que il y a une certaine lourdeur, puis il y a une certaine pratique autour de ça. Fait que n'importe quelle plus petite entreprise qui aurait un code normatif comme ça à respecter, de le faire avec des effectifs internes, c'est-tu vraiment envisageable ou tu le délègues à un service professionnel géré parce que c'est très fort de café, on y arrive assez rapidement. Il y a que les grosses entités avec des moyens financiers conséquents qui peuvent se permettre de vivre au travers d'une conformité réglementaire comme ça. Là. Il y a juste un élément à bien comprendre. Par contre, tu pourrais sous-traiter certains volets, mais l'imputabilité appartiendra toujours à l'entité elle-même. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça, quand on parlait du cadre supérieur CIP, c'est pas un consultant, ça là, c'est pas quelqu'un non, c'est quelqu'un de la haute direction de l'entité. Là. Fait que, en voulant dire que t'es partie prenante, puis si tu te fais taper sur les doigts, ben c'est la compagnie qui est responsable, pas son sous-traitant qui travaille là-dedans. Là, puis, avec un pont vers les TI, ça serait pas l'équivalent un peu d'un ciseau, mais pour un programme de conformité NERC. C'est lui qui est vraiment imputable devant l'organisation de la bonne tenue de ce programme-là. On pourrait, c'est ça, un CIO, CISO, CSO, appelle ça comme tu veux, là, mais je veux dire, oui. Mais ce volet-là est pour les normes CIP seulement. Là, seulement, oui. Les autres normes de fiabilité, cette notion-là n'existe pas. Là. Ouais, puis le ciseau, c'est une notion qui est assez nouvelle, du moins aux États-Unis, de l'imputabilité, parce que jusqu'à SolarWinds, il était un peu... il signait n'importe quoi, puis ça passait. Puis là, ben, dans le cas de SolarWinds, la FCC a comme montré, ou le SEC, je ne me rappelle plus dans quel il y a, mais parce que les deux s'intéressent beaucoup à la fiabilité de l'information qui est signée par le ciseau. Puis ben là, tu peux plus signer les yeux fermés. Là. Faut que tu commences à voir vraiment ce qui se passe. Sarbanes-Oxley était un bel exemple aussi de responsabilité des hauts dirigeants, que quand tu signes un état financier, ben si tu sais qu'il est faux, ben tu vas aller en prison, par exemple. Ouais, ben ça, c'est le Sarbanes-Oxley, là. Oui. Ça a beaucoup aidé au nettoyage naturel du milieu pour faire ce genre de choses. Puis donc, le plus haut dirigeant, quand il signe sa conformité NERC, ben il est mieux de signer quelque chose qui est réel parce que sinon, il va trouver le temps long. Ouais. Ça ne tombe pas bien. Là. C'est un peu ce qui est arrivé aussi dans le domaine de la santé-sécurité là, avec les lois qui ont eu des dents. Hein? Ouais, la C21. C'est ça, C21, je me trompe? Oui, c'est la C21, oui. Puis, justement, les hauts dirigeants qui étaient négligents au niveau de la santé-sécurité, ben là, maintenant, sont carrément imputables, puis, comme tu dis, peuvent être poursuivis personnellement. Il n'y a plus d'échappatoire. Fait que l'imputabilité vient corriger certaines obligations parce que c'est facile de faire de l'aveuglement. En tout cas, dans certaines organisations, on dit une chose, mais on réalise, comme on dit souvent, les babines puis les bottines se suivent pas nécessairement. Fait que c'est malheureux, mais la bonne gouvernance veut que ce qui est en haut, si on dit c'est ça jusqu'en bas, puis ça peut se prouver, là. Fait que c'est ça la bonne gouvernance, mais des fois, il y a un disconnect à quelque part, puis le volet politique d'en haut, puis en bas,
C'est la couleur a comme changé là, entre le haut et le bas. Là, fait que... Ben, c'est sûr qu'il y a toujours de l'hommerie dans les organisations, même ceux qui sont régis par la NERCSIP, mais quand même, une fois que tu t'es affranchi de la lourdeur administrative, moi, je le regarde de plus en plus d'un volet gouvernance, puis il y a vraiment des fondements qui sont extrêmement intéressants pour poser les bases d'un programme de cybersécurité qui est périn. C'est sûr que quand tu implantes, que ce soit normatif ou autre, là, il faut que tu cherches le volet de l'imputabilité a son importance parce que chaque division a ses responsabilités et a son imputabilité. Tu sais. Si, je sais pas moi, tel département a une gouvernance exceptionnelle, puis tu as un autre département eux autres sont négligents comme c'est pas possible, ben, tu sais, à quelque part, il faut que ça se reflète pour dire, ben écoute, le bon élève, pourquoi il serait pénalisé, tandis que tu as le délinquant qui, lui, est négligent dans ses processus, dans son et dans ses, en tout cas, dans sa, si je prends l'exemple de santé-sécurité ou cybersécurité, peu importe, quel que soit, ben, qui n'applique pas les contrôles, ben, à ce moment-là, tu sais. Ben, c'est comme ça le fondamental, quasiment. C'est le normatif versus le réglementaire. Je trouve que l'imputabilité est couchée sur papier, puis c'est telle persona. Puis c'est vraiment ça qui vient lier tout ça, puis là, on peut plus l'escamoter. C'est sûr aussi dans l'évolution d'une organisation, que ce soit normatif ou réglementaire, tu sais, au début, là, t'implantes, tu as une évolution là-dedans, là. Tu commences pas à l'excellence nécessairement. Non, c'est sûr. Tu commences, t'éteins les feux au début, tu es en mode curatif. Après ça, tu recommences à reprendre la tête au-dessus de l'eau, t'en échappes de temps à autre. Après ça, mais tu sais, il y a une maturité qui se gagne, puis rendu à un certain niveau, là, il se développe à l'intérieur d'une organisation une culture généralisée. Fait qu'à ce moment-là, quand on parle de culture, c'est que là, l'organisation, ça part d'en haut, puis c'est complètement de haut en bas. Notre ancien employeur avait une très forte culture de santé-sécurité. Fait que ça partait d'en haut, puis ça allait d'un plus bas. Puis nous, quand on allait en chantier, ben ça se reflétait dans nos actions. Puis on prenait souvent ce leadership-là chez nos clients. Parce que c'est une valeur forte qu'on transmettait. Là. Fait que, quand tu arrives à ce niveau-là, ben, à ce moment-là, tu approches l'excellence. Puis honnêtement, ça, je retourne ça à cette équipe-là, là, chapeau, parce que même moi, j'avais certaines préoccupations. Puis quand j'ai adopté d'autres défis, j'ai transmis certaines préoccupations. Ça a été regardé. On m'a même contacté au-delà de l'organisation pour me confirmer comment le dossier avait avancé puis que mes préoccupations étaient adressées. Fait que ça allait même plus loin que le lien d'emploi. Puis ça, j'étais vraiment impressionné de cette culture-là, de dire, OK, ils font pas rien que le dire, ils le font pour vrai. Là. Ça, mais c'est sûr que quand tu vois une organisation où cette culture-là, tu la sens, tu la vis, en tout cas, tu la vois, ben là, tu dis, OK, pour ce qui est de ce volet-là, ben, OK, chapeau, là, c'est oui. Ça, pour moi, c'est ça de la bonne gouvernance. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu parles d'un sujet puis tu dis, ouais, ça m'inquiète, là, j'aime pas les réponses ou c'est pas clair, je pense que, OK, mais quand tu poses des questions, puis c'est souvent des fois quand on va chez nos clients, puis tu fais des audits de posture en sécurité ou en cybersécurité, ben là, tu vas poser des questions, mais là, c'est là que tu vas voir, tu te dis ouais, c'est pas rassurant là, ou OK, peux-tu m'en dire plus? Fait que sur certains contrôles, OK, ils scorent mieux. Puis pour certains autres, ben, parce que le problème souvent qu'on vit en technologie opérationnelle, c'est que des fois, les gens ont l'impression, parce que ça s'appelle cybersécurité, que c'est la gang de TI qui s'occupe de ça. Non, TI ont leur système. OT ont leur système. Fait que là, il dit, c'est pas les mêmes systèmes. Il dit, c'est un automate programmable puis un PC qui gère un ERP.
C'est deux systèmes complètement différents. Les deux sont critiques dans l'entreprise, mais sont pas sous la même responsabilité. Puis ça, c'est peut-être une question qui dépasse un peu le cadre de notre rencontre ce soir, mais de faire coexister dans une organisation deux formes de gouvernance qui vont avoir des contrôles comparables à un certain point, c'est très difficile à faire accepter qu'on a le même but de la fiabilité ou de la protection de nos actifs. On prend des routes différentes, mais au final, les contrôles peuvent être équivalents ou on a des réalités différentes et non pas on n'a pas compris, on a très bien compris. C'est juste qu'on a des contraintes de temps, comme ce qu'on mentionnait, ou de technologie dans d'autres podcasts qui font que on peut pas appliquer le playbook TI ou vice-versa, le playbook OT dans des domaines différents. Puis ça, c'est dur à faire accepter, ça. C'est sûr que dans les organisations, globalement, la maturité de la cybersécurité TI est normalement supérieure à celle du côté OT. Parce que le OT, on s'était intéressé à la cybersécurité plus récemment parce qu'il est arrivé des incidents, puis il dit OK, ça peut aussi arriver là. Fait que, écoute, tu sais, il y en a d'autres qui avaient allumé bien avant ça, mais tu sais, là, on a encore cet écart-là. Fait que c'est sûr que, puis évidemment, les gens TI n'ont pas nécessairement le savoir-faire pour les OT. Il y a certains contrôles qui sont assez comparables. Puis c'est sûr aussi, il y a certaines technologies de TI qui sont utilisées pour les OT. Si je prends exemple des interfaces personne-machine, souvent maintenant, ce sont dans des PC sous Windows. Fait que, tu sais, OK, c'est des interfaces personne-machine, c'est pas eux qui contrôlent. Oui, c'est le visuel, ça te permet d'appuyer sur Python. Puis c'est la représentation électronique des mimiques qu'on avait auparavant. Par contre, si tu perds l'HMI, normalement, ton système de contrôle en arrière devrait continuer à opérer parce que tu n'es pas censé avoir des processus en temps réel qui dépendent de ça. Oui, tu as les contrôles manuels qui sont censés être disponibles, mais comme on dit, c'est sûr que quand les problèmes touchent des systèmes distribués ou des automates programmables ou des robots, là, c'est une autre paire de manches. Là, où ça touche aussi des instruments de procédés, parce que ça aussi, de plus en plus, ces instruments-là sont connectés. Fait que, tu sais, c'est comme des objets connectés là, de plus en plus. Fait. Puis je l'ai fait pour un groupe minier, là, je conclurai là-dessus, c'est que pour permettre la coexistence des exigences IT et OT, il faut se permettre dans son modèle de gouvernance qu'il y a certaines politiques, standards puis procédures qui sont propres à des milieux d'affaires qui ont rien à voir l'un avec l'autre. Puis c'est pas toujours accepté. On fait vraiment un one size fit all. Puis c'est pas, selon la nature de l'entreprise, c'est pas toujours possible, particulièrement quand il y a un volet OT, là. C'est sûr que pour moi, les OT et les IT, c'est un peu comme les deux solitudes. C'est l'image qui me vient en tête là, parce que c'est souvent, j'ai pas encore vu d'organisation où le mix des deux était géré de façon exceptionnelle. Souvent, il y a bien des wish, mais la réalité, c'est que c'est deux réalités assez différentes, qui ont des backgrounds aussi différents. Puis souvent, historiquement, ça a toujours été chien et chat entre les IT et les OT. Là. Fait que au niveau départemental, ça touche pas à mes babelles. Puis des fois, ça crée des moi, en tout cas, des conflits internes. Moi, j'aurais peut-être juste un exemple d'une cohabitation IT-OT réussie, là. Mais tu sais, c'est un grand client dans le domaine des gaz comprimés, ce n'est pas air liquide. Puis eux, ils se disaient même pas IT-OT, ils s'appelaient tous Plain Computing. Puis c'était les plus crackpots TI puis les plus crackpots OT qui ont fini là, puis que ça y allait, là. C'était pas mal... ça revient à des éléments de culture d'organisation. Ça revient avec un langage commun. On a mentionné le NIST-CSF, qui est un langage commun, mais qui n'exige pas que tout soit sous le même chapeau, mais qu'on peut vivre dans ça. Mais on a un langage commun. On a quand même des outils à notre disposition pour y arriver.
Puis les découpages se font pour avoir été en grande entreprise, dans certains cas où on a croisé des entreprises qui sont les mêmes. On est capable de faire par ligne d'affaires notamment, indépendamment du IT/OT, de capable aussi, on a des risques qui sont considérés par ligne d'affaires, donc dès lors, on est capable de recadrer. Et on revient à la culture, puis j'ai beaucoup aimé cet exemple-là, justement, là, pour faire un recap. C'est probablement la culture qui aide l'organisation à progresser et qui fait que les contrôles ne s'érodent pas avec le temps, ne perdent pas, parce que ça devient une culture que les gens entretiennent parce qu'ils tiennent à ce qu'il y a là. Et finalement, ils voient la valeur de ces contrôles-là qui s'inscrivent dans l'entreprise, dans l'amélioration des choses, notamment en cyber. Je vous remercie énormément. On a eu une énorme discussion. On a touché largement plus loin que ce qu'on aurait dû, finalement. Mais c'est toujours très intéressant parce que tous ces sujets-là finissent par être connexes un à l'autre. Bref, je vous remercie énormément de ce partage. Ça me fait plaisir, Nicolas. C'est toujours un plaisir d'avoir cette participation-là de notre part à tes webinaires. Pareillement.